vous savez qu'il y a en France un public assez important, assez large, qui aime le cinéma italien. Et il y a aussi plusieurs spécialistes du cinéma italien. Mais le plus illustre de ces spécialistes est Jean Gilly, qui est à côté de moi. Alors, j'ai entre mes mains un gros livre qui s'intitule justement « Le cinéma italien », où les textes de Jean Gilly sont accompagnés par une préface d'un grand metteur en scène, Ettore Scola, qui était aussi l'un des amis de Jean Gilly et que j'ai eu le plaisir moi aussi de connaître un peu à Rome il y a plusieurs années. Alors, dans sa préface, Ettore Scola écrit « Parmi les spécialistes étrangers du cinéma italien, Jean Gilly est sûrement l'un des plus pointus, le mieux informé et le moins ennuyeux. » Voilà. Donc, c'est très flatteur tout ça. Trop, et ça m'avait mis d'ailleurs dans l'embarras quand nous avions, puisque cette préface, il me l'avait envoyée en italien, et je l'avais traduite d'ailleurs, on avait un peu buté sur le mot susciteur, mais on n'a pas trouvé autre chose, provocateur. Bon, alors finalement on a gardé susciteur, et à propos de ces louanges, de ces lauriers qu'il tresse à mon propos, je lui avais dit c'est peut-être un peu excessif. Il m'a dit pas question de changer, c'est ce que je pense et donc tu le gardes. J'ai dit écoute, j'en suis très heureux, mais en même temps ça me paraît peut-être un peu excessif, mais enfin quoi qu'il en soit, ça m'a beaucoup touché et c'était un signe évident d'une amitié ancienne qui remontait aux années 70. Évidemment, cela se voit. Donc, le cinéma italien, dans les années 70, tu connaissais déjà Ettore Scola, mais je crois que ton amour, ton intérêt pour le cinéma italien remonte même plus loin. En fait, il remonte, disons qu'il y a un moment où se fait une espèce de spécialisation et d'orientation privilégiée en direction du cinéma italien. Bon, pour moi, le cinéma a toujours été présent dans ma vie depuis l'adolescence, je dirais presque depuis l'enfance. Mais dans l'enfance, on va au cinéma sans trop savoir quelle place ce spectacle va tenir dans votre vie. Finalement, il a tenu une place considérable. Et dans les années 50, quand je commence à vraiment regarder le cinéma avec intérêt, que je commence là plutôt vers la fin des années 50 à fréquenter les ciné-clubs, mon intérêt est ouvert à tout le cinéma et pas au cinéma italien en particulier. Le cinéma m'intéresse en tant que mode d'expression, en tant que mode de connaissance, et pas seulement comme spectacle. C'est-à-dire que, dans le fond, quand je pense à mon adolescence, je pense que les films ont tenu plus de place que les livres. Je n'ai jamais été un grand lecteur, et j'étais un grand consommateur de films. Et cela même si tu as une formation d'historien à la base. Je suis historien, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs très facile à expliquer. Dans les années 60, lorsque j'étais étudiant, le cinéma à l'université n'existe pas. Même pas en dehors de l'Institut de filmologie qui donne quelques cours à la Sorbonne, surtout quand on est dans une université de province. En l'occurrence, c'était l'université d'Aix-en-Provence, il n'y avait aucun cours de cinéma. Le seul endroit où on pouvait fréquenter du cinéma, c'était le ciné-club. Mais, donc il fallait avoir une spécialité autre, et je dirais que la première génération des gens qui ont enseigné le cinéma à l'université, je fais partie de ces pionniers, nous avions tous une formation autre. L'histoire, une langue, le français, la philosophie. On venait d'une autre formation que l'on avait petit à petit, ce qui fait que même dans mon intérêt pour le cinéma, la dimension historique est prioritaire. Je suis historien de formation, j'ai eu des maîtres éminents, je n'en citerai qu'un, mais je l'ai eu pendant plusieurs années, il m'a beaucoup marqué, c'était Georges Duby, la mia laurea. Un grand nom des études historiques françaises. Pour prendre une terminologie italienne, la laurea l'ho fatta nella storia del Medioevo, non nel cinema, che era ancora abbastanza lontano. Mais nel Medioevo il cinema ancora non esisteva. Non esisteva, infatti. Donc,
Mais j'ajouterais que quand je faisais mes recherches pour la lauréat en histoire du Moyen-Âge, je travaillais sur les chansons de geste, hein, oui, Roland de Roncevaux étant la plus fameuse, mais je savais déjà que plus tard, quand je serais amené à approfondir le travail intellectuel, ce serait sur le cinéma. Je le savais déjà. Donc il n'y a pas eu... Disons que j'ai d'abord été historien, j'ai longtemps enseigné l'histoire à l'université. D'ailleurs, à l'époque, c'était l'histoire moderne, c'est-à-dire j'enseignais le XVIe siècle, surtout le XVIe, XVIIe, enfin prioritairement le XVIe siècle, c'est-à-dire le Cinquecento. Et parallèlement, je m'intéressais déjà au cinéma. Et je commençais même à collaborer à des revues. Et le cinéma a progressivement, et alors de ce point de vue, on a célébré cela il y a peu de temps, 68. 68, c'est la réforme de l'université. Garfort fait passer une réforme de l'université qui décloisonne et qui permet l'introduction de nouveaux enseignements. Et parmi ces nouveaux enseignements qui arrivent à l'université, il y a le cinéma. Et je suis un des premiers, je ne suis pas le seul, il y a un mouvement qui s'est répandu, mais je suis un des premiers à avoir donné des cours de cinéma à l'université, à côté de mes cours d'histoire du XVIe siècle qui continuait. J'avais à un moment donné à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers d'histoire traditionnelle, disons entre guillemets, et 1 tiers d'histoire du cinéma. Bon. Et le premier livre que je publie, c'est un livre sur un cinéaste américain qui s'appelle Howard Hawks, dans une collection de monographies publiées par les éditions Segers, qui était une petite collection qui était très bien diffusée, et qui montrait ma passion pour le cinéma américain et ma passion pour le western en particulier, dont Hawks était un des maîtres, et ce livre paraît à la fin des années 60. Et là, le déclic, il va y avoir un déclic qui est de 2 natures. Premièrement, j'ai pris conscience que, ne parlant pas anglais, réussissant à le lire mais ne parlant pas, j'ai eu conscience qu'il était impossible d'approfondir davantage des travaux sur le cinéma américain ou anglais en n'ayant pas une pratique complète de la langue. Et c'est là que j'avais commencé, l'italien je l'ai appris, ce n'est pas une langue ni paternelle ni maternelle, l'italien, bien qu'étant par mon père d'origine italienne, l'italien, chez moi, était banni. C'était un peu la première génération d'immigrants d'enfants ne cherchaient pas... Qui refusaient ses racines. Qui mettaient un peu... entre parenthèses, voilà, disons. Bon, donc l'italien, je l'ai appris en 2 moments. D'une part, je l'ai appris au lycée, je l'avais pris comme seconde langue. Sa première langue, c'était l'anglais. Mais comme moi, j'étais vraiment retors à l'apprentissage de l'anglais. Par contre, l'italien... c'était plus facile, ça venait. Bon. Et puis ensuite, en ayant des bourses d'études et en séjournant en Italie. Et là, apprenant l'italien, ayant fait quelques rencontres de cinéastes qui parfois parlaient très bien français, par exemple Scola, mais qui en même temps, j'ai rapidement compris, c'était évident, que quand ces cinéastes italiens parlaient français, ils n'étaient pas totalement à leur aise. Et leur pensée était un peu appauvrie par rapport à l'expression dans leur langue maternelle. Ils étaient obligés de simplifier un peu leur pensée. Absolument. C'est comme quand moi je parle en italien, je simplifie un peu, je n'ai pas la même maîtrise de l'italien que celle du français. Donc, tout d'un coup, il m'est venu à l'esprit que ce que je ne pouvais pas faire avec l'anglais, je pouvais le faire avec l'italien, et que je pouvais donc entrer en rapport avec des cinéastes italiens qui seraient beaucoup plus en sympathie avec moi qu'avec un autre critique, un autre historien ne parlant pas italien. Donc petit à petit, j'ai toujours eu le goût des entretiens, c'est-à-dire mettre un cinéaste devant un micro et lui demander de me parler de son travail. Je précise, en parenthèse, qu'on pratique des entretiens avec tous les artistes. Mais avec les cinéastes, c'est encore plus utile parce que la fabrique du film est une fabrique complexe qui fait intervenir quantité de paramètres, alors qu'un écrivain, dans le fond, il est face à sa page blanche et il écrit. Un cinéaste, il n'est jamais, il a sa caméra, il faut des scénaristes, il faut des collaborateurs de création, il faut un producteur, il faut des comédiens. J'ajoute que si vous achetez des DVD
de films italiens, il vous arrive assez souvent de trouver un entretien de Jean Gilly avec le metteur en scène ou avec le protagoniste qui accompagne le film. Donc c'est une pratique qui est, disons, qui apparaît aussi dans les DVD qu'on achète couramment dans les magasins. Je dirais que vient récemment de sortir Una storia privata de Paolo et Vittorio Taviani, c'est leur dernier film, même si... Et là, il y a aussi, un entretien avec Paolo Taviani. Voilà, parce que, je dirais que la facilité l'aisance de ces entretiens vient justement de ce que les cinéastes expriment dans leur langue et que par ailleurs, ils comprennent assez vite que je suis en forte empathie avec eux, quoi. Moi, j'ai passé ma vie à admirer ces cinéastes, et donc, évidemment, ça facilite l'expression. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc, petit à petit, j'ai commencé à regarder davantage de cinéma italien et à faire progressivement du cinéma italien le cinéma sur lequel se portait l'essentiel de mon intérêt, même si j'ai toujours veillé à ne pas totalement me couper des autres cinématographies, parce que ce serait un appauvrissement. Et encore aujourd'hui, je continue, je ne vois pas que des films italiens, heureusement. Hein, je vois des films de toute nationalité, y compris maintenant des films d'Extrême-Orient, de Corée, du Japon. Bon, donc, la chose s'est installée, et alors à un moment, et alors là ça a été évidemment décisif, à un moment, ça a recoupé mon désir d'Italie. C'est-à-dire que mon désir d'Italie, qui avait été d'une certaine manière un peu occulté pendant l'enfance et l'adolescence, par la famille, par le contexte familial, j'ai eu le sentiment que finalement, pour entrer dans la culture italienne, il y avait plusieurs clés pour entrer dans la culture italienne. Hein. La première, c'est d'aller en Italie, c'est de connaître l'Italie, c'est d'aller dans les grandes villes, d'aller aussi dans les petites villes, de découvrir aussi la campagne italienne, qui dans beaucoup de régions est une pure splendeur, et est un phénomène culturel. La campagne toscane, c'est un phénomène culturel. La campagne méridionale, quand on va dans les Pouilles, c'est un fait culturel. Bon, la campagne d'Olivier, c'est un fait culturel. Bon. Donc, mais que peut-être, donc, parmi ces différentes œuvres, alors bien sûr, il y a la littérature, hein, que je n'ai jamais négligée, mais finalement, pour moi, la clé de lecture qui me permettait de comprendre l'Italie, de me réapproprier l'Italie, parce que ce cinéma le permettait. Je pense que dans un certain nombre de pays où il y a du cinéma, la richesse de ces cinémas nationaux n'est pas comparable et n'aurait pas permis ce que permettait le cinéma italien. À partir du néo-réalisme, le cinéma italien est une formidable clé de compréhension de l'Italie. À partir de Sica, de Rossellini, de Visconti, et puis ensuite Fellini, Antonioni, puis ensuite Rosi, Petri, les auteurs de comédie, Risi, Comencini, Monicelli, Scola, dont on a déjà parlé, Petri, Rosi, enfin, Sergio Leone, même apparemment qui fait du cinéma de genre. Bon. Donc, de toute manière, tout ce que tu viens d'évoquer avait une connaissance plus ou moins approfondie de la langue française. Alors là, il faut faire une petite remarque, c'est-à-dire que le français était le premier passeport de communication internationale pour la classe dirigeante italienne, non seulement les intellectuels qui s'adonnaient au cinéma, mais dans toute profession, les métiers juridiques, économiques, les ingénieurs, je sais pas. Donc, et cela, malheureusement, n'existe plus. Alors, cela arrive jusqu'à ceux qui ont aujourd'hui, disons, plus de 50 ans, et dans les plus jeunes générations, malheureusement, l'étude du français a été délaissée et en faveur de l'anglais, bien sûr. Oui, je ne peux que confirmer, avec un point d'observation qui est le Festival du cinéma italien d'Annecy, que j'ai animé pendant plus de 30 ans, les cinéastes qui arrivaient d'Italie pour rencontrer le public d'Annecy, c'est-à-dire un public de langue française, même si Annecy était avec la Savoie italienne jusqu'en 1860, mais où déjà le français, hein, à la cour de Turin, on parlait français. Bien sûr, bon. Bien sûr. Donc, ou patois. Ou patois. Mais, oui, pas l'italien toscan. Toscan, tout à fait. Ouais. Donc, quand ces cinéastes arrivaient,
ils parlaient français et n'avaient généralement aucune difficulté. La liste est longue, de cinéastes qui s'entretenaient avec le public, qui répondaient aux questions sans qu'on ait besoin d'un interprète. Progressivement, c'est devenu plus rare. Par exemple, Nanni Moretti, qui est une génération plus récente, ne parle pas français. Moretti, oui, un petit peu, mais enfin, il ne peut pas s'exprimer couramment en français devant un public. Et puis, l'évolution a continué, et aujourd'hui, la plupart des cinéastes, mais ça devient exceptionnel, ne parlent pas de langues étrangères, ou, s'ils en parlent une, c'est l'anglais. Et il m'est arrivé de me trouver à présenter un cinéaste au public et entretenir une petite conversation avec lui, des questions-réponses. Il se mettait à parler anglais. Alors moi j'ai dit stop, ici on parle français ou italien, mais certainement pas anglais. On est dans un festival de cinéma italien, donc vous me répondez, je disais ça gentiment, vous ou tu, parce qu'en Italie on se tutoie facilement, tu me réponds en italien et moi je traduis. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que, et dans les rues de Rome aujourd'hui, vous êtes dans la rue, vous demandez un renseignement, la personne à qui vous vous adressez, surtout si elle est jeune, comprend que vous n'êtes pas italien, elle vous répond en anglais. En anglais, oui, ça c'est un changement. Par contre, tu as anticipé une tendance qui se répand en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là je suis témoin de cela parce que je m'occupe de la Dante, comme tu le sais, qui entre ses tâches à l'enseignement de la langue italienne. Aujourd'hui, en France, on étudie l'italien nettement plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, disons que tu as été un précurseur, pour ainsi dire, parce qu'il y a des jeunes qui, pour rendre plus intéressant leur CV, à côté de l'anglais, bien sûr, qui est la langue de base pour tout le monde, mettre l'italien en tant que langue moins répandue, mais tout de même intéressante, car le volume des échanges est énorme entre la France et l'Italie, et donc voilà. On parlait mais juste un petit complément, on parlait du festival d'Annecy, mais il y a en France un certain nombre de festivals monographiques consacrés au cinéma italien, et le succès, parce que tous ces festivals, il suffit de les interroger, de parler avec leurs responsables, tous ont des fréquentations de très haut niveau. Les salles sont pleines, les gens viennent. Et je pense qu'une des raisons, dans ces festivals, les films sont tous présentés en version originale sous-titrée. Une partie du succès de ces manifestations est liée à la langue, c'est-à-dire au plaisir d'entendre l'italien, qui est une très belle langue, et aussi au fait que beaucoup de gens ont appris, ou essaient d'apprendre, ou essaient de progresser. Et il y a effectivement un regain d'intérêt pour la langue italienne. C'est aussi que l'image de l'Italie s'est améliorée, car le spectre du coup de poignard dans le dos progressivement disparaît, heureusement. Enfin, d'ailleurs, ça c'est l'histoire. Enfin, évidemment, les choses changent au fil des décennies, mais parce que dans l'attitude anti-italienne très répandue en France, il y avait aussi cet élément de la guerre, le régime fasciste, etc. Bon, mais donc, disons que tu deviens un spécialiste du cinéma italien, non pas en partant d'une sensibilité plus ou moins vague, mais en partant d'une base historique rigoureuse, donc avec une approche intellectuelle solide. Mais donc, tu parles dans ce livre magnifique, Le cinéma italien, publié par les éditions de la Martinière. Là, tu parles des différentes périodes du cinéma italien qui, au départ, est bien sûr concerné par la révolution des frères Lumière, n'est-ce pas, et puis devient quelque chose d'important sur les marchés internationaux, de plus en plus, notamment dans le deuxième après-guerre, et donc avec le néoréalisme, enfin, parce que le cinéma de l'époque fasciste, c'est ce qu'on appelle les téléphones blancs, non? Mais je pense que, franchement, l'intérêt, disons, culturel de cette période est, enfin, assez relatif, non? Moi, c'est une période que je connais bien. Oui. C'est même une de celles... Enfin, en tout cas, je la connais bien pour y avoir
consacré beaucoup de temps et y avoir consacré ma thèse d'État. Ah oui, ça je l'ignorais. Ma thèse d'État s'appelle « Cinéma et société en Italie pendant l'époque fasciste ». Le directeur en était Pierre Milza, et cette thèse a été soutenue à Sciences Po Paris. Bon. Donc, j'ai eu même une bourse, un détachement de recherche de 2 ans en Italie, dans les années 70, donc ça commence à s'éloigner dans le temps, pour travailler spécifiquement sur le cinéma italien de cette période. Et non pas dans une perspective étroite d'analyse des films, mais dans une perspective générale que représentait le cinéma en Italie dans les années 30. Et quand je pense qu'on est toujours un peu piégé par les sujets sur lesquels on travaille, c'est-à-dire on finit toujours par leur trouver plus d'intérêt que peut-être ils n'en ont. Mais quoi qu'il en soit, ce cinéma est beaucoup plus riche et divers qu'on ne le pense généralement. D'abord, il y a eu une période où la production avait beaucoup baissé, pour des raisons économiques, et c'est le régime qui, à partir du début des années 30, met en place, met en place un certain nombre de mesures, y compris, et c'est là où on voit des aspects spécifiques du cinéma, le cinéma, ça coûte de l'argent. Bon, si je veux faire de la poésie clandestine, je peux le faire. Si je veux faire un grand film clandestinement, c'est pas possible. Donc, ça met en jeu des capitaux importants et l'État fasciste, enfin l'État mussolinien, comprend que le cinéma est un formidable vecteur de contact avec le public, de contact avec les citoyens. Et il met en place fort intelligemment une politique, non pas de films de propagande, non pas de films qui célébreraient les vertus du fascisme, les vertus de l'Empire. Certes, il y a eu quelques films qui évoquent notamment la guerre d'Éthiopie, la guerre de Libye aussi, la conquête. Mais pour l'essentiel, ce sont des films qui cherchent à donner de l'Italie l'idée d'un pays qui a trouvé une certaine sérénité, alors certes en filigrane, sous les auspices du fascisme, mais où on peut traiter des sujets qui, même a priori, sembleraient des sujets délicats, des films qui traitent de problèmes de mœurs, par exemple, qui ne vont pas toujours en droite ligne avec le moralisme ambiant. L'Italie des années 30, c'est une Italie qui est à la fois sous le joug du fascisme et sous le joug de la papauté. Bon, alors plus le moralisme est total. Mais malgré cela, le cinéma est moins stéréotypé qu'on ne pourrait le penser. Et quand on le regarde sans œillère, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de films signés Blasetti, signés Camerini, signés Alessandrini, signés Mattoli. Blasetti était un cinéaste de très grand talent, capable de s'exprimer un peu dans tous les genres. Bon. Donc c'est finalement une période, alors il ne faut pas oublier aussi qu'en 1942, la production atteint 120 films, c'est-à-dire le premier rang européen, grâce au soutien de l'État, grâce au développement de sociétés de production, par exemple notamment la Scalera Film, qui était la propriété de 2 industriels du travaux publics. C'était un peu les Bouygues avant la lettre, qui avaient créé la Scalera Film, qui produit, qui a ses propres studios. Il n'y a pas que Cinecittà, qui est une pièce maîtresse. En 1937, l'inauguration de Cinecittà est une des pièces maîtresses de la relance du cinéma italien. Et d'une certaine façon... Toute la création du festival de Venise, dès 1932. La revue Bianco e Nero, la revue du Centro Sperimentale, qui commence à apparaître en 1937, est une revue qui se fixe comme objectif d'avoir des ambitions culturelles comparables aux grandes revues littéraires. Mais je m'excuse, là, j'essaye de me faire l'interprète des curiosités du grand public. Alors, il est certain qu'il y a eu, dans les années 30, des metteurs en scène qui connaissaient très bien leur métier et qui donc ont fourni des produits qui, sur le plan, disons, entre guillemets, technique, sont impeccables et respectables. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des produits de cette époque qui soient vraiment intéressants sur le plan esthétique et culturel pour le spectateur d'aujourd'hui? J'essaie à travers... Je m'excuse, là je suis un peu l'avocat du diable. Non, mais c'est une très très bonne question et je travaille notamment avec un petit éditeur
qui s'appelle BAC Film. Il y a une grosse société qui s'appelle BAC Film, BAC, et puis il y a une toute petite société qui s'appelle BAC Film, BACH. Bon. Cette société édite des DVD dans lesquels on trouve un commentaire que je fais systématiquement sur tous les DVD dans la série italienne, et on a édité un certain nombre de films de cette époque, de Blasetti, d'Alessandrini, qui est complètement oublié, de Poggioli, qui est certainement une grande figure du cinéma italien, et de ces années, mais peut-être plus généralement. Malheureusement, Poggioli est mort en 1944, asphyxié par une fuite de gaz, il se chauffait au gaz. Il est probable que s'il avait pu continuer après la guerre, il aurait certainement connu une grande notoriété. Donc, il y a des films qu'on a édités avec une certaine inquiétude, et qui finalement... On a eu des critiques dans les journaux, dans les revues de cinéma, des critiques plutôt élogieuses en se disant que finalement ces films sont plus intéressants qu'on le pensait. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, un film de l'époque fasciste, je pourrais prendre un autre exemple, même si ce ne soit pas de même nature, mais l'architecture des années 30, notamment dans les villes nouvelles, de Sabaudia, de Latine, qui était Littoria. Certo. Piacentini, la gare de Florence. La gare de Florence. Enfin, bon, on a soudain pris conscience que le fait que ce soit des productions de l'époque fasciste les faisait apparaître de manière négative. Mais à partir du moment où on a pris un peu de recul, Léour, il y a des choses sublimes à Léour, hein, le quartier de Rome. Donc, pour le cinéma, c'est un peu pareil. Pendant longtemps, il y a à peu près 700 films entre 1930 et 1943. 700. Bon, c'est pas rien. Bon. Quand on prend ces 700 films, certes, comme dans toute production, il y a quantité de films qui n'ont qu'un intérêt des plus minces. Mais il y a aussi des films tout à fait remarquables. La conclusion est que si le cinéma italien, en 1945, se développe et fait émerger toute une génération de cinéastes, de scénaristes, de décorateurs, de chefs opérateurs, c'est parce que tout ça se prépare. Et l'appareil administratif d'aide au cinéma, mis en place par le fascisme, en 1945, il est conservé. Donc, d'une certaine façon, il y a une continuité. Alors, attention, il ne s'agirait pas maintenant de trouver que l'époque fasciste était une époque d'or où on a fait des films merveilleux. Non. Gardons un certain nombre Parce que dans les mêmes années, le cinéma américain était beaucoup plus créatif. Enfin, il n'y a même pas de comparaison possible. C'est évident, le cinéma américain. Mais le cinéma américain, les années 30, c'est le système des studios, c'est un moment exceptionnel. Même en France, il y a aussi même en France, le réalisme dans les années 30, poétique. Bien sûr. Bon, en Allemagne, c'est plus compliqué, hein, parce qu'il y a le contrôle du régime nazi. Bon, en Allemagne, c'est assez différent. Mais, par exemple, il y a beaucoup plus de créativité, d'inventivité dans le cinéma italien des années 30 que dans le cinéma allemand, quoi, qui est beaucoup plus enrégimenté. Disons, avant la montée au pouvoir d'Hitler, il y avait eu en Allemagne... Dans les années 20. Oui, là, cela a été même une période de floraison extraordinaire. Absolument, c'est le cinéma de Weimar, c'est le cinéma parmi les meilleurs au monde. Curieusement, en Italie, pendant la guerre, il y a eu des films intéressants. Ossessione, par exemple, ce film qui est en français, le titre a été traduit assez mal. Les Amants diaboliques, moi, franchement, je n'aime pas trop. Non seulement je n'aime pas trop, mais je ne dis jamais les Amants diaboliques. Voilà. Et là, c'est Luchino Visconti qui va devenir l'un des grands maîtres du cinéma mondial il y a du XXe siècle, hein. mais il commence justement en période de guerre. De Sica, Les enfants nous regardent, c'est de la même année, 1943. Oui. Même si le film ne sort qu'après la guerre, mais il est tourné, conçu pendant l'occupation, pendant la guerre. Non, pas pendant l'occupation allemande. Donc, de toute manière, cette réflexion sur la période fasciste est intéressante parce qu'elle va contre les lieux communs qui sont... Et d'ailleurs, dans l'édition italienne, dans l'édition de livres italiens sur le cinéma italien, il continue régulièrement à sortir des livres sur la période fasciste. Comme si on n'en avait pas fait le tour, comme s'il restait toujours quelque chose à ajouter. Y compris, par exemple, un ouvrage sur le parler, la langue des films. Une des choses évidentes imposées par le fascisme, c'était la prééminence de l'italien. Bien sûr. Et
la lutte contre les dialectes. Oui. Bon, eh bien, il y a un livre qui est sorti récemment qui montre que dans un certain nombre de films, l'influence dialectale est présente, malgré la censure qui, a priori, l'interdit. Ce qui prouve qu'il y a quand même une souplesse qu'on n'imaginerait pas. C'est intéressant que le fascisme souhaitait donner une image tout à fait ordonnée du pays, c'est-à-dire le contraire de l'image un peu chaotique des villes méditerranéennes, etc. Et j'ai appris une chose que j'ai vérifiée par la suite, parce que je n'y croyais pas au départ, c'est-à-dire que dans les rues principales des grandes villes italiennes avait été imposé le sens unique pour les piétons. Absolument. Hein? Absolument. À Rome, à Milan, à Turin, à Florence, à Palerme, à Naples, etc. Chose qui nous fait sourire, non? Mais qui voulait justement affirmer cette idée que l'Italie était un pays tout aussi ordonné que l'Allemagne. Je me rappelle au lycée avoir un professeur de français qui nous racontait au retour d'un voyage à Rome qu'il s'était vu ordonné de changer de côté parce qu'il marchait du mauvais côté. Il allait dans une certaine direction qui était sur le trottoir opposé. Oui. Ça, c'est curieux, et sur le plan de l'histoire anthropologique de l'Italie, c'est très intéressant. Le policier lui disait « à sinistre ». Et lui disait « qu'est-ce qu'il y a de sinistre ?» Enfin, il ne parlait pas du tout italien, il ne comprenait pas ce que voulait dire ce « à sinistre », parce qu'il devait passer du côté gauche. Et il ne s'attendait pas à ce type de demande. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, alors, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le cinéma italien qui explose, le néoréalisme. Il faut considérer que le mot réalisme avait un son spécial à l'époque, parce qu'il y avait aussi le réalisme socialiste à l'époque, n'est-ce pas? Donc il y avait une partie importante de la culture italienne qui était du côté du Parti communiste, et donc, alors le néoréalisme représente une version souple et nuancée du réalisme propagandiste de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Mais quand même, il est influencé par ce mot qui est un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire, il y avait aussi le réalisme poétique français qui servait un peu de modèle. Visconti avait été l'assistant de Renoir à la fin des années 30. Antonioni était venu au studio de la Vittorine à Nice comme stagiaire italien d'une coproduction franco-italienne qui était Les Visiteurs du Soir. Antonioni, assistant de Marcel Carné, un film de Marcel Carné. Donc les grands maîtres du cinéma français étaient aussi les maîtres à penser de certains jeunes réalisateurs italiens. Tout à fait. Donc il y a eu ce renouvellement, cette ouverture aussi, parce que, évidemment, un des aspects les plus négatifs de la période fasciste, c'était le repli sur soi. La gêne faite à la circulation des œuvres. Par exemple, en 1938, les films américains n'arrivent plus en Italie, donc on ne voit plus de films américains dans les salles italiennes, parce que les prises de position, les contingentements font que... Bon, donc, le jazz était interdit. Voilà, le jazz était interdit, même si le propre fils de Mussolini, Vittorio, Romano Mussolini, et Romano est devenu pianiste de jazz. Oui, ça c'est tout à fait, c'est des choses. Mais il avait été exilé dans une chambre loin de celle où dormait son père, parce que pour ne pas à Villa Torlonia. La Villa Torlonia était suffisamment grande pour que Romano puisse avoir un lieu où jouer du piano. Bon. Enfin, cela dit, donc cette ouverture aux influences étrangères, l'arrivée à nouveau des films américains, l'arrivée à nouveau des films français, fait que ces cinéastes respirent un air nouveau, et par ailleurs, le principal défaut, s'il y a une limite dans le cinéma italien des années 30, dont on a beaucoup parlé, c'est le fait qu'il est un peu coupé du monde extérieur. C'est un cinéma de studio, comme le cinéma américain par ailleurs, ou le cinéma français dans les années 30, l'essentiel de l'activité de tournage se fait en studio. Donc il y a une espèce d'aspiration à respirer, et donc à sortir des studios, à aller au-devant des lieux, aller au-devant des personnes, aller au-devant des diverses activités humaines. Et le cinéma va rendre compte de façon, d'abord en évoquant souvent
le passé immédiat de l'Italie, c'est-à-dire la guerre, la résistance, ce sera Rome ville ouverte, hein, ou bien aller à la rencontre des difficultés qui frappent une partie de la population, ce sera Sciuscia, ce sera le voleur de bicyclette, ce sera Umberto Di, les films de Sica, ce sera Riamer sur le travail des Mondines dans les rizières de la plaine du Pô. Donc ce seront des films tournés, Le chemin de l'espérance de Germi qui raconte un voyage de mineurs siciliens qui travaillent dans les mines de soufre et qui rêvent d'émigrer en France et qui finalement y réussissent. On les suit, tout le film, ça s'appelle Camino della Speranza, le chemin de l'espérance pour arriver. Bon. Oui. Donc, tout d'un coup, ce cinéma s'ouvre. Et remporte des prix internationaux. Et donc intéresse beaucoup le marché tout à fait. International. D'autant qu'à côté des films dramatiques, il y a déjà un certain nombre de comédies de grand talent. Toto ou Rachel, par exemple, oui. Ou Macario. Toto et Rachel et Macario étaient déjà des stars, mais au théâtre, oui, à l'époque fasciste. Absolument. Ils remplissaient les théâtres. Absolument, absolument. Et, oui. Oui. Macario avait une revue avec les soubrettes. Avec des danseuses très mignonnes, voilà. etc. Bon, ça marchait très très bien. Et dans les premiers films de Macario, qui sont tournés à la fin des années 30 ou au tout début des années 40, il y a déjà des éléments innovants. Hein, notamment des situations surréalistes qui ne sont pas dans le droit fil de à quoi le public est habitué. Donc, après-guerre, d'une certaine façon, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, d'une certaine façon, le cinéma italien arrive avec toutes ses richesses artistiques de metteurs en scène, de comédiens, de scénaristes, hein, des gens comme Sergio Amidei ou Ennio Flaiano, ils ont travaillé déjà avant 1945. Donc, ils apportent tout ça, Leo Longanesi, ils apportent tout ça à ce cinéma italien renaissant et le cinéma italien devient rapidement, après la guerre, un peu la référence, non pas européenne, mais mondiale. Martin Scorsese, dans un grand documentaire consacré au cinéma italien, montre que dans le fond, à Little Italy, à New York où il vivait, il y avait déjà l'influence du cinéma italien dès l'immédiate après-guerre. Et que d'une certaine façon, le cinéma... J'irai même plus loin. L'Italie, comment sort-elle de la guerre? Elle est, pour beaucoup d'Européens, et notamment en France, elle est le pays qui a signé l'Axe. C'était le pays qui était l'allié de l'Allemagne nazie. Or, la reconstruction de l'image telle qu'elle est perçue dans le monde, la reconstruction de l'image de l'Italie et la reconnaissance de l'Italie comme pays qui a lui aussi souffert de la guerre, qui a subi l'occupation allemande, alors qu'on avait tendance à ne retenir que l'Alliance. À partir de 1943, à partir de l'automne 1943, il y a une occupation allemande d'une violence. Bon, hein, ça conduira à Marzabotto, qui est l'équivalent d'Oradour-sur-Glane. Enfin bon. Donc, cette prise de conscience que l'Italie était en train de se reconstruire et d'une certaine manière de parvenir à compenser ses erreurs du passé par ses engagements actuels. Donc la reconstruction de l'image internationale de l'Italie se fait en grande partie grâce au cinéma. Oui, oui. Mais ce mécanisme, ça c'est très intéressant cette remarque, ce mécanisme de transformer le rôle de combattant vaincu en victime connaît des précédents illustres. Par exemple, Talleyrand, au congrès de Vienne, avait dit « Oui, là, je suis pour vous quelqu'un qui est sur le banc des accusés. Mais la France a été la première victime de Napoléon, dont il avait été ministre. Mais de toute manière, disons, c'est une manière de renverser la situation, ce qui avait donné à la France des chances de pouvoir parler et aussi de renaissance économique et ainsi de suite. Donc, tu veux dire que finalement, même les milieux économiques italiens ou politiques italiens doivent dire merci à ces cinéastes qui ont restauré pour prendre un cas précis,
Après la guerre, j'ai un peu travaillé sur ce personnage qui est assez curieux, enfin intéressant, avec un parcours singulier qui s'appelle Marcello Paliero. Bon, Marcello Paliero est le protagoniste de Rome ville ouverte. Il joue le rôle de l'ingénieur communiste arrêté par les nazis, torturé et qui meurt torturé. Il meurt sous la torture. Bon. Ce film passe au premier festival de Cannes en 1946. Quelques mois plus tard, qui à l'époque avait lieu en septembre. Il y a eu une petite rivalité avec Venise avant que Cannes passe au mois de mai, que comme ça on se répartisse dans le temps les deux manifestations. Le film arrive à Paris à l'automne, en novembre 1946. Et il y a un grand écrivain intellectuel français qui le voit et qui va provoquer l'arrivée de Paliero en France en le faisant engager pour un film dont il a écrit le scénario. Le film s'appelle « Les jeux sont faits » et l'intellectuel, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est frappé par Rome ville ouverte. Alors on peut imaginer ce que pour un intellectuel comme Sartre qui a traversé toute la guerre et qui découvre Rome ville ouverte, c'est une autre image de l'Italie qu'il reçoit en pleine figure, hein, et qui probablement bouleverse son mode d'appréhension de ce pays, au point de demander aux protagonistes de Rome ville ouverte de venir en France pour jouer dans les jeux qui sont faits aux côtés de Micheline Prel, c'est-à-dire une des grandes actrices françaises du moment. Oui, donc là, il y a une génération de metteurs en scène et d'acteurs. Concernant les metteurs en scène, je pense bien sûr à De Sica, à Rossellini, enfin il y a toute une génération de metteurs en scène qui rétablissent, pour ainsi dire, l'honneur culturel de l'Italie. C'est tout à fait ça, ils rétablissent l'honneur culturel de ce pays. C'est un peu ça, non? Voilà. Oui. Mais puis, alors, par la suite, l'Italie rentre dans une autre phase, disons, de la reconstruction du pays, passe à ce qui a été classé comme le miracle économique, non? Le boom. D'ailleurs, il y a un film signé par Vittorio De Sica qui s'intitule justement Le Boom, où il y a un acteur comique mais aussi dramatique comme Alberto Sordi qui vend un œil pour payer ses dettes, absolument, finalement, non? Et parce que dans cette atmosphère de société consommériste naissante, il faut faire front à des frais extraordinaires pour donner pour les relations publiques de la famille. Le boom, scénario de Zavattini, mise en scène de Sica, comme film emblématique de cette Italie qui se transforme, mais qui se transforme au milieu de difficultés considérables. Ce boom économique qui relance l'Italie, qui relance aussi la production, le cinéma. Bon, il faut dire aussi qu'il y a en Italie, au milieu des années 50, c'est un sommet que tout le monde envie et que personne n'a jamais pu atteindre, il y avait 800 millions de spectateurs en Italie pour aller au cinéma en 1955 ou 56, au milieu des années 50. Donc énorme. Énorme, alors qu'en France, le point culminant, c'est la moitié. Dans ce contexte, on produit beaucoup. Et on produit beaucoup de cinéma de divertissement, hein, des comédies, des péplums, hein, des films situés dans une antiquité plus ou moins fantaisiste. Et parallèlement, ou en même temps, se tournent des films considérables. Visconti continue à tourner. Il y a les premiers films d'Antonioni, il y a les premiers films de Fellini dans les années 50. Et ce qu'on constate quand on regarde un peu attentivement les choses, on s'aperçoit que ces films ont pour scénaristes souvent les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fabrique où tout le monde participe. Oui, et il y a ce clan, pour ainsi dire. Oui, il y a un milieu particulièrement productif qui fait que Suso Cecchi d'Amico, elle signe aussi bien les scénarios de Visconti que les scénarios de Monicelli, par exemple. Hein. Oui. Bon, Age Scarpelli, et puis il y a de très grandes personnalités. Flaiano est une personnalité considérable, c'est un grand écrivain, qui est le scénariste de Fellini. Scola, qu'on a cité tout à l'heure en tant qu'auteur de la préface de ton livre, Scola a démarré comme scénariste. Par la suite, il est devenu metteur en scène. Tout en continuant à écrire ses scénarios. Exactement. Et avec Ruggero Macari, ils travaillaient ensemble. Et Scola a été même le scénariste, le co-scénariste de films de Totò. Inventant certaines répliques particulièrement célèbres, qui sont des répliques écrites par Scola, qui était un humoriste, par ailleurs un caricaturiste très doué, qui donnait justement, parce qu'il y a quand même, moi je suis
toujours convaincu que dans l'histoire de l'art, et après tout le cinéma est un volet de l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma c'est un art, donc ça suit un peu les mêmes règles. On a parlé de l'âge d'or de la peinture flamande, on a parlé de l'âge d'or de la peinture espagnole, et on peut parler de l'âge d'or du cinéma italien qui correspond en gros aux années 60-70. Mais dans ces âges d'or, il y a des conditions économiques qui font qu'il y a des mécènes qui payent les peintres pour peindre, il y a des producteurs pour produire des films, il y a des mécènes qui payent Mozart pour qu'il écrive des pièces, des opéras. Les plus grands mécènes ne feront pas les génies. Il faut donc à un moment, et c'est le cas à mon sens de l'Italie dans les années 60-70, il y a une espèce de coïncidence entre un contexte général favorable et l'émergence de personnalités exceptionnelles. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est Fellini. Fellini, c'est comme il y a Goya, et il y a Rembrandt. Moi, je les mets à ce niveau. Hein, c'est-à-dire, il y a un moment où il y a Mozart, je l'ai dit, il y a Verdi, ou Wagner. Il y a un moment où il y a des artistes exceptionnels. Et alors, la chance historique, c'est de faire en sorte que ces artistes, qu'on ait la possibilité de faire émerger ces artistes à un moment où le contexte économique et social va leur permettre d'avoir les moyens de s'exprimer. Et dans le cinéma, c'est d'autant plus vrai que le cinéma est une entreprise coûteuse. Donc, il y a un moment, et ça évidemment, aujourd'hui on dit parfois que le cinéma italien ne vaut pas ce qu'il était, mais le cinéma italien d'aujourd'hui, il est formidable. Sinon, évidemment, après la mort de Fellini, il n'y a pas d'autre Fellini. Après Goya, il n'y a pas eu un autre Goya. Oui. Oui, alors Fellini est un cas, disons, spécial parce que c'est une personnalité dont la stature dépasse nettement l'ensemble des très bons professionnels de sa génération. Hein. Et il y a un filon auquel on n'a pas fait référence jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la comédie à l'italienne, ce cinéma qui se veut comique, mais en même temps capable de faire réfléchir et de fournir des comédies de mœurs. Non, ça, c'est une spécialité italienne. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une spécialité italienne qui s'explique aussi. Il faut toujours prendre. Il y a un moment qui sert un peu de borne. C'est le néoréalisme. Le néoréalisme était fondamentalement une école dramatique. Et il y a un moment où le public se détourne de ce... Oui. Beaucoup de ces films n'ont eu d'ailleurs qu'un succès très relatif. Donc à partir des années 50... Le public se lasse même un peu, non, banalement parlant. Tout à fait. Et alors à partir des années 50 et surtout 60, on voit apparaître un certain nombre de cinéastes qui, d'une certaine manière, prennent le relais du néoréalisme. On a parlé à leur propos de manière un peu péjorative de réalisme rose, hein, bon, à l'eau de rose. Voilà. En réalité, ces comédies sont parfaitement capables d'aborder des sujets gravissimes, de faire des comédies qui en substance sont en réalité dramatiques, mais elles sont drôles. Et ces comédies, là encore, il y a un moment exceptionnel où il y a, pour faire de bonnes comédies au cinéma, il y a 3 éléments incontournables. Il faut un bon scénario. D'abord, qu'est-ce qu'on raconte ? Il faut un scénario avec des rebondissements, avec des répliques humoristiques. Il faut de très bons scénaristes. Bon. Après, pour mettre en valeur ces scénarios, il faut de très bons metteurs en scène. Hein, il faut de très bons metteurs en scène. Et enfin, il faut de très bons comédiens. Or, dans les années 50, 60, 70, pas au-delà, mais dans cette période-là, tout à coup, il y a Scola, il y a Risi, il y a Monicelli, il y a Comencini, il y a même Luciano Salce, il y a Luigi Zampa, Luciano Emer, parce qu'il n'y a pas que Dino Risi, tout ça forme un ensemble extraordinaire. Il y a des auteurs comme Maccari et Scola, comme Hage Scarpelli, comme Flaiano, qui participe à un certain nombre de ces comédies, qui écrivent des scripts, des scénarios qui sont élaborés avec une justesse. Et puis il y a Mastroianni, bien entendu, mais il y a Manfredi, Tognazzi, Gassman.
Et Sordi. Et Sordi. Il y a là 5 personnages. Les 5 mousquetaires. Les 5 mousquetaires qui portent ces films et qui ont une puissance interprétative, une qualité d'interprétation. Alors quand vous mettez ensemble ces éléments, c'est pour ça que c'est très difficile de refaire des choses aussi bonnes aujourd'hui, parce que est-ce qu'on a bien à la fois les scénaristes, les cinéastes, les acteurs? Bon, pas toujours. Donc là aussi, il y a une conjonction un peu exceptionnelle. Et alors la comédie, ça va marcher formidablement, parce que le public se divertit. Il y a encore Toto qui apparaît souvent dans un certain nombre de ses films. I Soliti Ignoti, par exemple. I Soliti Ignoti, il y a cette scène inoubliable où il apprend comment cambrioler un coffre. Voilà. Bon. Fucimin, la réponse Fucimin. Non, le compère dit est morto, Fucimin. Non, il dit c'est un Cinese. Un Cinese, il dit non, et qu'il est mort. Et qu'il est mort, Fucimin. Et il fait le geste comme ça. Voilà, qui était le geste des prêtres d'antan, non? Voilà, ça par exemple, ça, les Soliti où il y a Mastroianni et Gassman dans ce film. Mastroianni et Gassman. Et Toto, enfin, vous voyez, bon, et Claudia Cardinal à ses débuts. Enfin, vous imaginez un film avec des personnalités aussi bien sûr. Alors, on n'a pas suffisamment cité les femmes. Claudia Cardinale, Sofia Loren, Silvana Mangano. Silvana Mangano qui était formidable. Un peu plus tard, René Lamutti, Gina Lollobrigida qui s'est produite dans des comédies, Pain, Amour et Fantaisie par exemple. Ce sont des Comencini, ce sont des films aujourd'hui, on les a traités un peu de films populaires. Retournez les voir et puis vous verrez la finesse, la subtilité de films comme Pain, Amour et Fantaisie ou Pain, Amour et Jalousie, quoi, les deux films sont... Je pense que parmi les acteurs d'aujourd'hui, peut-être le seul qui a atteint une stature comparable aux mousquetaires dont on parlait tout à l'heure, peut-être c'est Tony Servillo, le seul qui a une certaine stature internationale. Tony Servillo est un immense acteur et d'une certaine manière, c'est un peu l'héritier de cette tradition, de ces très grands... auquel, dans un registre dramatique, je mettrais aussi Gianmaria Volonté, qui a été aussi un immense acteur. Bon, tout à fait, oui. Tony Servillo, mais toujours acteur du passé, pas de voilà. Alors, dans les acteurs actuellement en activité, c'est vraiment que Tony Servillo est en plus, c'est un acteur comme Gassman, par exemple, qui se produit parallèlement au théâtre, qui est à la fois un acteur de théâtre et un acteur de cinéma. Et qui aujourd'hui représente certainement qu'une grande partie du succès de Sorrentino, qui est un cinéaste que j'apprécie énormément, une partie du succès de Sorrentino est due à Tony Servillo. Qui a aussi j'avais fait un entretien avec lui, et en effet il a une culture théâtrale et littéraire très solide, très intéressante. Il a monté Beaumarchais, Goldoni, bien entendu. Goldoni, bien sûr. Et puis récemment, un texte de Louis Jouvet, Elvire Jouvet, qu'il est venu représenter à Paris et qu'il a amené en tournée dans... Oui, puis il y a des acteurs plus jeunes. Oui. Sûrement. Penso a Riccardo Scamarcio, per esempio. C'est lui qui a fait Leopardi. Oui, justement, c'est à lui auquel je pensais. Elio Germano. Elio Germano, qui a été primé, est un des rares acteurs italiens au cours de ces 10 dernières années à avoir remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, dans un film de Daniele Lucchetti. Mais il est certain qu'une saison comme celle des années 60-70 est difficile à répéter. Je pense qu'au travers de tout ce qu'on a dit, on peut comprendre un peu et en même temps comprendre, c'est une autre époque, il faut regarder les films sans essayer de... Aujourd'hui, quand on voit un film sur les Borgate, on dit tout de suite « Ah, c'est Pasolini ». Non, oui, bien sûr qu'il y a l'influence Pasolini qui est une importance, c'est un nom énorme. On ne l'a pas cité jusqu'à présent, et en effet, il fallait le citer parce que... Pasolini est une personnalité énorme, et lui aussi présent, écrivain, journaliste, polémiste, et puis avec une... Moi, ce qui m'a toujours sidéré chez Pasolini, c'est la puissance de travail. Quand on pense qu'en guère plus de 10 ans, il fait 15 films. C'est absolument incroyable. Il écrit des livres, il intervient dans le débat public, il publie des articles.
c'est une espèce de conscience douloureuse de l'Italie des années 60 jusqu'à son assassinat en 1975. Oui, parce qu'en plus, il ne dormait pas la nuit, parce qu'il circulait pour chercher ses amours fugitifs. Donc, cela veut dire qu'il ne dormait presque pas. Oui, évidemment, il avait une puissance de travail, une capacité de résistance proprement exceptionnelle. Oui, oui. Voilà, donc on a fait ce parcours comme ça à travers le cinéma italien et en compagnie du meilleur spécialiste français du cinéma italien. J'espère qu'on va se revoir pour approfondir peut-être quelques aspects, mais déjà je pense qu'on a donné une idée de l'ampleur de tes intérêts italiens. On n'a pas cité Bertolucci qui vient de disparaître. Alors, Bertolucci, voilà. Bellocchio, il y a quand même aussi une génération de gens un peu plus jeunes. Oui. Alors il est certain que Bellocchio, il est plus très jeune, il approche des 80, il est né en 1939. Hein, oui, bon. Oui. Mastroianni. Non, Bertolucci était né en 41. 41. Ouais. Bon, Amelio est né en 45. Donc, voilà. Mais c'est quand même des gens considérables. Et évidemment, leur production est plus tardive par rapport au... Mais ça méritera d'y revenir. Voilà. On va se revoir et disons, pour le moment, je te dis merci beaucoup. Non, c'est moi qui suis très heureux. Merci.